bonsoir et bienvenue dans le club. Bonsoir les filles. Bonsoir Esther, Bonsoir comment Esther. vas-tu? Ça va très bien, mais j'ai envie d'avoir votre état d'esprit du jour. Je sais pas. Concernant le Un cancer peu du de sein. tout. Non, non, peu toi-même, de ton état d'esprit actuel, général. Alors moi je suis très contente avec la campagne, avec la CAN en plus qui est en ce moment. Je trouve qu'on aura une très très belle CAN entre décembre À venir, et février. Ouais. Ouais, avec les matchs qu'on a pu regarder, franchement je suis très très contente et puis bravo aux Ivoiriens. C'est vrai, hein, parce que l'organisation des différents matchs amicaux montre déjà que la Côte d'Ivoire est... doux quand tu vois, tu sais. Après, je disais que je me sentais super bien parce que j'ai eu le temps de retourner à Yopougon, ça m'avait manqué. Ah, donc C'est tout ce vrai temps-là, tu partais plus à Yop. Non. On peut abandonner son quartier Oui, comme je ça. suis retournée à Yopougon, je me suis assise dans un gabadrop, j'ai mangé, j'ai rencontré des CP, j'ai rencontré un talent, oui, un artiste qui m'a bluffé. Donc, j'ai passé du temps avec les miens tranquilles. C'est quoi. vrai, c'est quoi sa spécialité, cet artiste? En tout cas, il rappe. Il rappe rappe. très bien, oui. Il faut est dans le rap. qu'il nous ramène quelques vidéos quand même dans le club Oui, je pour, pense qu'il est en train de pour apprécier travailler aussi dessus. son talent. Il s'appelle le Grand Gagagnon. Je lui fais un coucou. Dis comme donc, ça. On va t'accompagner. Coucou. Coucou le Grand Gagagnon. En tout cas, merci de m'avoir fait passer un bon moment à Yopougon. C'était cool. Le thème du jour, cancer du sein, travail, bien-être et lutte. Alors les filles, comme vous le savez, c'est demain le grand jour. Tout ce mois d'octobre rose, des regards insistants sont portés sur la lutte contre le cancer du sein, dans le but de soutenir les malades et celui de sensibiliser à la prévention de celui-ci. C'est malheureusement une réalité dont personne n'est à l'abri, alors autant aller à l'information. Je conseillerais d'ailleurs à tout un chacun de bien suivre cet échange, de bien suivre cette émission. Le cancer du sein n'est pas que l'affaire des femmes, bien que rare, il pourrait aussi toucher les hommes. Et en plus, il s'agit tout simplement de s'informer pour mesurer l'impact et faire ce qu'il faut pour prévenir ou soutenir. Allez, nous allons à présent accueillir nos invités, Dr Sonia Anna Gonou, Dr Vanier Bita Rodrigue, ainsi que Sabine Bédiard. Notre CP4G. 5G. C'est une nouvelle saison, donc ce sera 6G. Hein? Tout à fait. Et elle garde cette magnifique mine. Merci. Encore heureuse de vous revoir. Qui a utilisé les bons qu'elle nous a offerts là? Moi, j'ai utilisé, j'ai offert. Moi j'ai offert aussi. J'ai dit aux gens d'arriver là-bas, de dire, viens de la part d'Esther. Jean, ça vous plaît pas, quoi? Non, si, ça n'a rien à voir. Moi, je veux partir, donc j'ai gardé mon bon. Non, moi, je pense que j'étais de cette forme de crise d'entrée de la trentaine. J'allais partir l'après-midi, il y a une petite ride ici, les trucs, j'ai pas assumé. Ah non, j'ai pas assumé. Alors, docteur Vanier, au plaisir. Vous, c'est votre première fois sur le plateau. Avec vous, nous allons faire une relation entre le cancer du sein et le milieu professionnel, le milieu du travail. Et puis, on a notre prunelle à ma droite. On dit prunelle, on dit pas le louchi. Tu vas bien, Sabine? Très bien. Au plaisir, au plaisir. Docteur, je reviens vers vous. Vous êtes médecin généraliste, notamment en entreprise. Je voudrais savoir déjà, qu'est-ce que nous devons tous savoir sur le cancer du sein? Alors, juste petite correction, je suis médecin du travail, donc effectivement, c'est le médecin qui intervient en En entreprise. entreprise. Et d'où l'intérêt de la relation entre le cancer du sein et le milieu du travail. Donc, juste retenir que le cancer du sein, c'est une tumeur maligne qui intéresse la glande mammaire, donc le sein, et qui est la conséquence d'une multiplication anarchique de cellules qui sont à la base censées être normales, mais qui, dans le temps, par des changements, deviennent anormales. C'est un peu le principe, si on doit retenir une définition du cancer du sein, on dira ça. D'accord. C'est simple à entendre comme ça, mais on est tout de suite tenté de savoir, mais qu'est-ce qui génère cette mutation? Est-ce que vous connaissez les facteurs? Ben c'est justement c'est le côté le plus important, la connaissance des facteurs de risque. Donc, ce qui peut occasionner le cancer du sein. Et là, on parlera de deux types de facteurs de risque. Il y a des facteurs de risque qu'on peut modifier, donc parce qu'on peut intervenir dessus, et d'autres qu'on ne peut pas modifier, comme par exemple l'âge. Donc en général, le cancer du sein a tendance à plutôt sévir après 50 ans. Le sexe, avec une prédominance de victimes de sexe féminin, avec 99%, on dira, de cancers du sein qui attaquent les femmes et 1% à peu près qui attaquent les hommes.
Voilà des facteurs que l'on ne peut pas forcément modifier, les antécédents familiaux également. Donc si dans la famille on a eu un cas de cancer du sein, on a des facteurs de risque de développer le cancer du sein. Après, il y a des facteurs modifiables. Et c'est là que c'est intéressant de les connaître parce que c'est là qu'on peut agir. Alors ça sera par exemple la sédentarité, le fait de ne pas avoir assez d'activité physique, le surpoids, donc le surpoids qui favorise le développement de ce type de cancer, l'alcool, avec une consommation régulière trop importante d'alcool, le tabac qui intervient. Nous avons aussi le stress, donc là aussi on peut intervenir et c'est là que c'est important d'en parler, notamment au niveau du travail, parce que le stress au travail c'est quelque chose qu'on vit quasiment au quotidien. Alors moi j'ai cru comprendre que quand une femme travaille tard le soir aussi, ça pourrait avoir un impact sur... Est-ce que c'est vrai? Oui, vous avez totalement raison. Donc en fait il y a des études qui ont été menées qui ont démontré que le travail de nuit avait tendance, à partir d'un certain seuil, à être qualifié de facteur de risque, donc à pouvoir développer des cancers du sein. C'est en moyenne, on dira, 2 soirs par semaine sur une période d'à peu près 10 ans. Et pourquoi ça a été démontré? En fait, c'est parce qu'il y a des études scientifiques qui ont montré l'impact qu'a la mélatonine. Vous savez que c'est une des hormones du sommeil. Que l'impact aurait la mélatonine sur le développement de ce type de cancer. Et quand je ne dors pas, que je suis exposé à la lumière parce que je suis en train de travailler, j'ai une défaillance au niveau de la production de cette mélatonine. Pris sur le temps, je peux avoir une influence sur le développement de ce type de cancer. Donc vous avez complètement raison. Et ça, c'est l'absence de repos. Je voudrais dire, et si une personne travaille dans la nuit et se repose ensuite en journée, ça rattrape, oui ou non? Alors, ce n'est pas l'absence de repos, c'est le manque d'exposition, c'est le surcroît d'exposition à la lumière qui pose problème. Donc, même, voilà, quelqu'un qui est informaticienne, par exemple, qui travaille tard la nuit sur l'ordinateur, même en journée qui est sur l'ordinateur à une longue période, ça peut être deux facteurs pour être deux facteurs pour Alors, travailler tard, c'est une chose, ce n'est pas vraiment le travailler tard, hein, c'est plutôt la question de ce qu'on appelle le travail posté. Le fait de travailler en position de nuit et puis de perturber son rythme du sommeil. Donc le travail de nuit, peut-être en boîte de nuit ou Exactement, donc c'est les problématiques des travailleurs de nuit, en boîte de nuit, les hôtesses de l'air. Vous voyez, donc effectivement, il y a un impact possible de ça. Je voulais demander, est-ce qu'il y a même un protocole mis en place entre l'employé X détecté atteint de cancer de sein et l'employeur? Alors, je dirais qu'il n'y a pas de protocole spécifique au diagnostic du cancer de sein. Il y a un protocole général qui fait que le Code du travail nous accompagne lorsque nous sommes malades en entreprise, mais jusqu'à une certaine limite, qui fait qu'en entreprise bénéficiant d'une certaine couverture sociale, on est aussi accompagné. Mais dans le cas du cancer du sein, tout ça atteint souvent ses limites. C'est là où on vous dira que le Code du travail peut accompagner un employé sur 12 mois. On sait malheureusement que pertinemment que la suite d'un cancer du sein, ça va vous amener souvent au-delà des 12 mois. Donc du coup, c'est là l'importance d'avoir le soutien de l'entreprise. Les coûts relatifs à la prise en charge, même s'il y a une couverture sociale, elles sont très vite atteintes, les limites sont très vite atteintes. Et s'il n'y a donc pas d'accompagnement réel de l'entreprise, on se retrouve dans des situations où le salarié peut se retrouver tout seul. Parlons encore du salarié. Qu'est-ce qu'il est obligatoire de faire lorsqu'on apprend qu'on vient de détecter atteint, porteur de ce gène-là, cancéreux? Est-ce que l'employé atteint devrait automatiquement informer ses employeurs, même s'il ne fait pas encore la maladie? Est-ce qu'il est obligé de le faire? Alors, il ne l'est pas du tout. Comme toute autre forme de maladie, sauf des maladies à déclaration obligatoire, qui sont bien connues et qu'on est obligé de déclarer à l'employé. Est-ce qu'on peut les citer rapidement? Ça serait par exemple la tuberculose. D'accord. Ou le corona. Ou le corona, ça n'a pas encore été instauré comme tel, mais effectivement, pendant la période de coronavirus, on incitait le personnel à se déclarer pour éviter justement la propagation de la maladie. Du coup, la tuberculose. Donc, il y a l'exemple de la tuberculose qui est une pathologie à déclaration obligatoire. Après, ça dépend de la fonction, mais les hépatites, certaines formes d'hépatites, mais en fonction du travail dans lequel on est, on va avoir tendance à devoir se déclarer malade. Mais là, pour revenir sur le cancer du sein, ce n'est pas une maladie à déclaration obligatoire, donc il n'y a aucun
il n'y a aucune obligation pour la victime de déclarer sa maladie à son employeur. Il n'y a aucune obligation. Mais, alors ça, c'est l'exercice de la fonction de médecin du travail qui va faire qu'à un moment donné, on va quand même inciter, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, inciter la personne à se confier auprès de son employeur. Et dans ce cas-là, on va l'accompagner. Dans l'idée, c'est vraiment si cette personne veut informer l'employeur pour que l'employeur ne rentre pas en panique totale. Vous voyez, parce que quand on ne maîtrise pas quelque chose, on peut soit aller dans l'excès, soit aller à défaut. Donc pour essayer d'équilibrer un peu tout ça, en général, le médecin du travail est en capacité d'accompagner. Et quand il n'y a pas de médecin du travail, c'est un climat de confiance qui s'établit avec le temps entre l'employeur et l'employé, qui fait que l'employé, naturellement, va aller voir son responsable pour le tenir informé. Parce qu'on s'inscrit, encore une fois, dans la durée, dans un besoin d'aide, et même d'aide psychologique. Est-ce que le médecin du travail conserve ce secret professionnel lorsqu'il a les aveux d'un employé qui ne souhaite pas encore partager cette information avec son employeur? C'est une obligation pour le médecin du travail. Je vous donne une anecdote, encore une fois. J'ai un responsable d'entreprise qui est en même temps un ami, dont je suis le médecin d'entreprise, qui me dit un jour, qu'est-ce qu'il a cet employé-là? Je lui dis, mais je suis désolé, je ne te dirai pas, tu sais très bien que je ne vais pas te le dire. Il dit, t'es sûr, si je te coince dans le mur, là, tu ne vas pas me répondre? Je dis, mais malheureusement, non. Et il a bien compris, hein, toute intelligence, il a bien compris. Le secret médical, c'est la base de la relation du malade avec le médecin, et ça ne peut pas être violé. Après, est-ce que c'est légitime même pour l'employeur de licencier carrément l'employé X atteint de cancer du sein s'il se sent obligé de le faire? Alors, ou s'il n'arrive pas à gérer? C'est ce que je disais tout à l'heure concernant… Après les 12 mois. Après les 12 mois. Voilà. Après les 12 mois, l'employeur est en droit de constater l'incapacité pour son employé de reprendre un poste et donc du coup décider de mettre fin à son contrat de travail. Mais comme avant il y aura eu cette annonce et cet échange pour mettre tout à plat, en général, ça peut se passer très bien, mais il y a bien sûr des situations extrêmes où malheureusement, mais pendant la période avant ces 12 mois, légalement, ce n'est pas possible. Et on ne peut pas se séparer. À cet effet, est-ce qu'il y a une mesure qui permet à cet employé qui a été licencié auparavant, mais qui était productif, de revenir une fois guéri et de réclamer son poste? Oui, en théorie, il est donc prioritaire. Si le poste n'a pas entre-temps été attribué, il est prioritaire. Il serait prioritaire pour pouvoir retrouver ce poste. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il y a quand même eu une rupture de contrat avant d'imaginer une reprise. Et voilà. Est-ce que dans ce mois d'octobre-là, l'employeur est dans l'obligation d'instituer un programme de sensibilisation? Encore une fois, pas dans l'obligation, mais fortement conseillé, dans un intérêt, encore une fois, dans un intérêt de sensibilisation. Je dis aux employeurs, il faut sensibiliser le personnel sur cette pathologie parce que c'est une pathologie qui peut être guérie, mais qui nécessite pour cela un diagnostic précoce. Et quand le diagnostic est trop tardif, le diagnostic est un peu plus sombre. Et donc, du coup, en termes de productivité, ça peut être carrément quelque chose de néfaste pour l'entreprise. Ça peut toucher n'importe qui au niveau de l'entreprise. On a dit que ça pouvait même toucher un homme. Donc ça peut toucher le DAF qui a été très productif pendant des années, qui fait fonctionner l'entreprise et qui du jour au lendemain, parce qu'il n'aura jamais fait ce genre de test ou de ce genre d'investigation, des investigations en rapport avec ça, qui se retrouve dans la situation extrême. Oui. Je me tourne vers toi, Sabine, contente de t'avoir sur ce plateau. Aujourd'hui, on parle de cancer du sein. Tu l'as connu. Tu as vécu avec lui, tu l'as battu. Et du coup, nous sommes curieuses, admiratives de connaître ton histoire. Comment est-ce que tu as eu le diagnostic? Comment ça s'est passé? C'est quoi les débuts de tout ça? Bon, c'est en 2020 que tout a commencé, dans le mois de février-mars. Février 2020, février-mars. Oui, février-mars, c'est là, après la série d'examens, quand le médecin a conclu que c'était le cancer du sein, sur le champ-là, c'est comme si c'était quitté au sommet. Descends d'un coup. Il fallait pas, j'ai l'écoute du sang. J'ai l'écoute. C'est là carrément dans les nuages. Je ne me retrouvais plus en fait. J'ai dit, lui, il dit quoi? L'état d'esprit. Tu sais pas de moi, il parle même. Je sors du bureau, je
Dans nos amusements, là, c'est moins. Mais attends, comment tu t'es retrouvée là? Pourquoi est-ce que tu es allée faire ce bilan, ce diagnostic? Qu'est-ce qui t'a poussé à le faire? Ah bon, Il y avait des signes avant-coureurs? Une fois quand je prenais mon bain plutôt, je soulève le sein, là, je vois un nez qui apparaît. Ça m'a paru bizarre. Je dis, mais ça, je n'ai pas pour habitude de le voir. Pourquoi aujourd'hui c'est là? Donc, j'en ai parlé à mon mari. Celui qui m'a dit, on ne sait jamais, va te faire consulter. Donc là, je prends le rendez-vous au CHU de Tréjules pour la consultation et c'est après une série d'examens maintenant qu'ils ont conclu que c'était le cancer. Mais est-ce que le nerf, là, il était douloureux? Non, Non. ça ne m'a pas fait mal. C'était juste gros, très visible. C'était trop visible. D'accord. C'est quelque chose que je mets là d'habitude, je ne vois jamais ça. D'où il vient, je ne comprends pas. Donc, ça m'a un peu intriguée. Bon, il y a la phase d'acceptation de l'annonce. Faut prendre conscience même de ce qu'on vient d'entendre. Donc, est-ce que tu es rentrée, tu es revenue un autre jour? Comment ça s'est passé à la suite? Quand il te dit comme ça, il te regarde dans les yeux pour dire, Madame, vous êtes porteuse. C'est comme je le disais, je ne l'écoutais pas. plus. Quand il s'est sorti de son bureau, j'ai réalisé, attendez, amusez-moi, c'est de moi qu'il s'agit là. Donc là, j'appelle directement ma soeur pour lui annoncer la nouvelle. J'ai arrêté un taxi pour aller la rejoindre. Dans le taxi, j'étais comme pleurs. Et je causais avec ma CP, elle aussi, je l'ai annoncé. Donc j'ai gâté carrément sa journée. Presque tous ceux à qui j'ai annoncé, la journée était gâtée. Le soir, maintenant, arrivé à la maison, je regarde les enfants. Et c'est là même que je me suis rendu compte que, attends, on parle de cancer d'ici quand même, mais jusqu'à présent, je n'ai pas eu de témoignages positifs. On ne m'a pas montré une personne qui a eu la maladie, qui a envie. Mais tout ce qu'on me présente là, hein? bon, à part quelques célébrités, mais je veux dire, des gens qui viennent d'un milieu comme moi, il n'y en a pas. Des gens de tous les jours, au fait. Voilà, il n'y en a pas. Et donc, facilement comme ça, je vais laisser ces 3 petites dans la main de qui? J'ai dit non. Là, je me suis mis à penser à elle. Et je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'exemple positif. Mais si Dieu m'a fait la grâce de quitter dans ça, là, ça ne sera pas du jeu. C'est comment? Facebook va parler de moi. J'adore. Positif Cet état d'esprit, j'ai envie. Oui. Très positive, j'adore. Soutien positif, j'ai cherché et puis je n'ai pas trouvé là. J'essaierai ça pour les Mais autres. on remarque, hein, tous les survivants ont pas exactement la même chose, mais un point de motivation. C'est-à-dire, ils te disent tous, c'est quand j'ai vu ci, c'est quand j'ai pensé à ça, je me suis rendu compte de ceci ou de cela, que je me suis dit non, je ne peux pas baisser les bras. Oui, mais après, les choses les plus simples sont celles qui nous permettent de tenir. Hein. C'est ça. Quand il voit ses enfants comme ça, ses 3 enfants, comme elle a dit, Bien sûr. Je vais les laisser à qui? C'est ça, il faut se battre. La première, elle n'avait pas bien 10 ans. Dernière 3 ans, elle connaît quoi de la vie? Tu vas les laisser dans mes de qui? Bon. Non. Et c'était en quelle année? En 2020. En 2020. 2020. Là, on est optimiste. On regarde ces petites, on se dit, je vais lutter. Mais c'est un état d'esprit plus facile à ressentir qu'à vivre par la suite, à travers les différentes actions. Comment se sont faites les choses progressivement ensuite? Bon. Après ça, on nous a prescrit l'ordonnance. On s'est rendu à la pharmacie pour se renseigner sur le prix. L'ordonnance de le médicament seulement? La première séance de chimio, quand ils ont fait le protocole, je vais à la pharmacie pour me renseigner. Ça, c'est un autre challenge. 333 500 francs. Je ne peux Le pas traitement oublier pour la cette chimio? somme-là. La première séance de chimio. L'ordonnance. Tu nous en voudras pas, s'il te plaît. C'est-à-dire, sur l'ordonnance, tu vas à la pharmacie, Oui. c'est pour des médicaments ou la chimio? Les médicaments qui ont servi à la chimio. À la chimio. La chimio, exactement, consiste en quoi? Bon, ce sont des sérums qu'on fait passer. D'accord. Je pensais que c'était une sorte de machine. Non, ça où on c'était l'idée que rentrait moi-même j'ai de la chose ici. C'est vrai? C'est ce que je croyais. C'est En l'idée rentres et puis il y a moi-même, je des m'étais fait lasers ça. qui passent comme ça. Non, en dans- général, c'est celui-là. C'est différent. Vous vous moquez de moi, pourquoi? J'ai pas dit ordonnance et puis pas de chimio. Bon, alors, on reprend ses esprits. Je suis mal informée. On dira Ça, c'est comme l'idée ça. que moi-même Heureusement, je suis j'avais pas au seule. départ. Elle-même, elle avait, donc on mais n'en veut pas. Chris, j'ai fini de payer les médicaments ici, on s'est mon cœur bat. C'est quoi qui s'est passé? Tu as finalement payé les médicaments. Oui, Donc 300 et quelques. 333 500. je Pas- vais non pas couvert oublier. par l'assurance. Ah si. Si. Wow. Ah, c'est ça qui m'a rassuré un peu. Ah, ok. Quand j'ai fini de demander, ils m'ont dit, le prix, est-ce que l'assurance ça va prendre? Ils ont pris. Je vais à l'assurance pour me renseigner. Ils me disent, ils prennent le quota à l'euro. Je dis, Ah, sans problème. c'est déjà D'accord. bon, au moins. Il dit, il faut jusqu'à ce que j'atteigne mon plafond. Et puis, il dit, bon, Jusqu'à ce que tu atteignes ton plafond. Il y en a le docteur qui... Oui, en fait, juste pour revenir sur la question, c'est 330 000 pour une séance, Oui, la oui. première séance. Oui, oui. Ah, ça, on ce- l'avait ce compris. n'est ça, que c'est le pas le début. prix Il en final. faut hein. combien? Et voilà. C'est pas le prix final d'abord. C'est ce qu'on Ça, s'apprête c'est à la te première demander. ordonnance. Maintenant, quand j'ai fini ma première séance de chimio, ils m'ont prescrit une deuxième ordonnance. Il y avait des injections plus des comprimés. Mais entre la première et la deuxième, il y a eu combien de temps d'intervalle? 3 semaines.
3 semaines, ok. L'injection qu'ils m'ont prescrite, c'était 3 boîtes d'injection. Une injection coûte 90 000. Donc, si on veut totaliser, la première séance m'a fait 500 000. Et au total, mes séances, les 8 séances m'ont varié de 500 à 700 000. 8 séances de quoi? 6 séances de chimie. Bon, Les prix variaient de 500 à 700 000 au total. docteur, c'est variable. Alors, en fonction de ton cas. Enfin, On n'a pas dit. juste pour vous répondre à la question par rapport au traitement, vous posiez la question du traitement du cancer. Bon, il y a déjà le diagnostic qui, comme elle nous l'a expliqué, le parcours est venu du fait qu'elle ait constaté un changement au niveau du sein, déjà au niveau de la peau du sein. C'est pour ça qu'on va peut-être revenir dessus tout à l'heure sur la prévention à mettre en place dessus, mais elle a constaté quelque chose, elle a été faire des examens complémentaires et au terme de ces examens complémentaires qui ont consisté notamment à faire certainement une biopsie, elle a abouti à un diagnostic qui confirmait un cancer. En fonction du cancer du sein, parce qu'on parle de façon générique de cancer du sein, mais il y a plusieurs types de cancer du sein. Il y en a qui sont plus ou moins faciles à traiter, d'autres qui sont un peu plus compliqués à traiter. Mais l'attirail thérapeutique dont on dispose, ce sont des médicaments qui permettent de faire une chimiothérapie, donc qui sont en mesure de pouvoir détruire les cellules cancéreuses. Mais en même temps qu'elles détruisent les cellules cancéreuses, elles vous détruisent aussi les bonnes cellules, d'où la piqûre de 90 000 dont elle parle, qui a pour but de rebooster le système immunitaire derrière. Et avant, les 330 000 des médicaments qui vont détruire quasiment, on va dire de façon générique, les cellules cancéreuses. Donc, il y a ce traitement. Il n'y a pas que ce traitement. Il y a tout un attirail thérapeutique. Il y a la chirurgie. la radiothérapie. Il y a la radiothérapie. Et puis, Dieu merci, l'immunothérapie, je en crois. Côte d'Ivoire, depuis pas très longtemps, on a cette radiothérapie qu'on n'a pas eue pendant très longtemps, qui faisait que Les gens partaient. les gens étaient obligés d'aller De de voyager, voyager pas pour aller se Et il y a un autre traiter. type de... Excuse-moi, docteur, il y a un autre type de... Le cancer? Non, pas de cancer, traitement. plutôt des chimios. Après l'opération, là, on m'a mis sur une injection S7. 4 millions. Septembre. Oui. 4 millions. La boîte est à 4 millions. La Toi, boîte, attends. Il me fallait 18 boîtes. C'est le coefficient. 4 millions, Mais une non. boîte. Il te faut 18 boîtes. Déjà, même quand tu n'es pas malade et que tu as ce type de charge financière, ça te crée un état. Il y a de quoi devenir on ne peut pas imaginer même fou. comment tu te sentais. Excusez-nous, on va reprendre nos esprits. On revient juste après la pub. Aujourd'hui, dans le club, nous sommes en compagnie d'une survivor, Sabine. Wow, on est admirative. Là, on n'est même pas arrivé au milieu de l'histoire, qu'on est toutes comme ça. Et je sais que le médecin, lui aussi, a un regard, mais admiratif à ton endroit. Et également notre médecin esthéticienne qui est là. Sabine, 500 000, 8 fois. 500 à 700, chacun avait son Ça ordre. varie un peu, varie. 8 fois, à 8 reprises. Oui, 4 millions par la suite. Ton état d'âme à gérer, celui de ton époux, Les enfants. tes proches qui sont inquiets. oui. Sabine, on t'écoute. Bon, comme j'ai dit, après les 8 séances de la chimio, on a fait un bilan. Après ça, on a fait l'opération. Quand ils ont retiré le sein, bon, comme moi, je suis de nature folle, le jour même de l'opération, j'ai fait un petit maquillage, j'ai fait un maquillage bleu, fait mes selfies sur les réseaux sociaux. Et j'ai balancé les gens. Dans la vie, je me suis mis, on vit une fois, on meurt une fois. Mais Dieu ne peut pas me laisser comme ça. Non. Je suis allée confiante, mais il faut opérer. Je m'amusais même dans la salle et tout. Donc, ça fait que l'anesthésisme, quand il est rentré, tu es sûr que j'avais été opérer. Il dit, on est déjà nés. Après, moi, il y a un truc que je Mais quand on comprends s'est pas. réveillé maintenant de l'opération, le même soir, j'ai vu le sein, ça ne m'a rien dit. On s'est le lendemain, maintenant que là, j'ai pris conscience. Attends, ta musulmane, là, c'est un sein. Donc là, ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Après, j'ai sué mes larmes. J'ai appelé les enfants, puis bon, je me suis mis à rien dire de toute la façon. Je suis sûr que tous ceux qui sont morts, si on réveille une femme dans sa tombe pour dire, oh, on réveille un sein, puis tu es en vie, elle va dire, il n'y a pas de souci. Donc moi, je suis en vie. est-ce Le que tu reste, savais là, à quel stade tu étais? perso, je n'ai pas demandé au médecin. T'as pas demandé. Déjà, même m'ont annoncé, même là, tout m'énervait. J'ai cherché quoi encore? Mais après, avant ça, avant même l'ablation même du sein, avec toute la chimio ils ont fait là, ils n'ont pas pu sauver le sein. En fait, je ne comprends pas. Bon, la chimio, c'est vrai que ça va guérir, comme on le dit. Mais le médecin m'a conseillé plus d'enlever. Pour être sûr que ça ne revienne pas encore sur lui. Parce que au niveau de la séance, quand on a fini de faire les séances de chimio, mes soeurs voulaient que je me limite à là. Il m'a dit, oui, tu vas te limiter à la sous prétexte, sinon tu es guéri. OK. Ça s'est calmé. 1 an, 2 ans, ça va revenir encore plus grave.
Regarde toutes les dépenses que tu es en train de faire. Tu vas revenir et faire ces mêmes dépenses encore. Fatiguer encore la famille encore avec ça. C'est pas Micha t'en débarrasser pour de bon. Docteur Vanier, à quel stade on décide de retirer le sein? Alors, la chirurgie, elle est quasi automatique. D'accord. Mais c'est le niveau de chirurgie qui va varier. On va être dans une ablation totale du sein, comme on peut être dans une ablation partielle. Ou aller juste au niveau de la tumeur en fonction de la décision des examens complémentaires et de la réaction au traitement. Ouais. Et toi, Sabine, du coup, ablation totale ou partielle? Total. Total. D'accord. Tu n'es pas la seule à avoir connu cette réalité. On va suivre les retours, l'expérience d'une personne très connue par le public français notamment. Je suis heureuse, je ne sais pas comment vous dire que ce que je traverse actuellement, c'est des moments lourds, des moments pesants parfois. J'en ai un peu lutté quand même. Les deux premières chimios, c'était un peu compliqué, je vous en reparlerai, mais je voulais surtout vous dire que ça va, que je vais bien, que je vis bien ce qui m'arrive. J'ai eu des moments de down, comme vous avez pu le voir quand j'ai fait ma publication, et ça arrive par intermittence, mais la majeure partie du temps, je suis positive, j'avance et je suis confiante et je suis heureuse malgré tout, et même encore plus, j'ai envie de dire, puisqu'on savoure la vie différemment, et j'ai hâte de vous parler de tout ça avec le recul nécessaire, comme je vous disais, parce que j'ai vraiment une vision de ce qui m'arrive qui est quand même assez différente de ce que je peux lire ou même recevoir. C'est vrai que je reçois beaucoup de messages qui me parlent et c'est normal, de fighter, de combattre, cancer et en fait, moi je le vis vraiment différemment, c'est-à-dire que je le vis avec beaucoup de bienveillance. J'accueille en fait ce qui m'arrive en me disant que quelque part je me le suis créé moi-même, et je sais pourquoi. J'ai accumulé énormément de choses ces dernières années, ça m'est pas tombé dessus. J'ai assez vite compris le pourquoi, et en fait j'ai accepté de me dire que voilà, mon corps m'envoyait un message, qu'il fallait que je me libère de certains poids, que ces poids vont être éliminés grâce au protocole médical, mais aussi grâce à un travail sur moi-même, des thérapies que je continue, et j'apprends énormément et tellement plus vite sur moi. Voilà, l'actualité de Caroline Receveur, star de télé-réalité française. Elle nous informe sur plusieurs choses à la fois dans cet élément. Toi qui sembles si forte, on parle très peu de l'aspect « je me suis sentie diminuée ». Quel a été l'impact de toutes les chimios sur toi? Est-ce qu'il y a eu ce fameux moment où on perd ses cheveux et du coup, il faut les raser? Si ça ne te dérange pas, est-ce qu'on pourra en parler? Oui. Les cheveux, après la première séance de chimio pour moi, là, les cheveux ont commencé à s'arracher. Les ongles même, il n'y en avait même plus, si on veut le dire, parce que tout était très noir et ça s'est cassé. Les cils, plus rien. Plus rien. Tout ce qui est comme cheveux n'existe plus de partout. Les ongles, ça, je ne savais Les ongles tombaient, les cheveux. Les ongles, tout était noir et ça s'est cassé. Donc du coup, même quand je mets un faux ongle, ça ne peut pas tenir une semaine. Ça ne tient pas. 2 jours, 3 jours, ça Ça quitte. quitte. Faut aussi même, c'est même pas la peine. Si j'ai mis maximum 1 heure. C'est si je mets, c'est que je dois pas laver le visage dès que j'ai fait ça. Donc les cheveux, les ongles, tout. Et également physiquement, on se sent faible. Oui, très faible. Le teint, bon, comme moi, c'est vrai que j'ai déjà des natures noires, mais ça m'a encore plus noirci le teint. On s'assombrit. Oui. Docteur, je pense que vous êtes familière à tout ce qu'elle dit. Beaucoup de patientes sont venues vous rejoindre à l'Institut, histoire de pouvoir renaître. Quelle est votre approche par rapport à cela, la chute du cheveu, à en perdre même les racines? Comment est-ce qu'on arrive à aider une patiente à retrouver son cheveu, ses ongles qui se sont cassés, tout ça? Comment ça se passe exactement chez vous? Alors, déjà, ce qu'il faut le dire, c'est que c'est au niveau d'une cabine esthétique qui a été ouverte dans l'enceinte même du centre, le CNRAO, qui est le centre public de cancer.
le centre d'oncologie médicale Alassane Ouattara. Et les autorités de Côte d'Ivoire ont eu vraiment cette bienveillance de pouvoir ouvrir une cabine esthétique qui s'appelle la Maison Rose de la Beauté, dont je suis responsable avec tout un collège de socio-esthéticiennes. Alors, il faut une formation pour cela. La formation, c'est ce qu'on appelle la formation en socio-esthétique. C'est-à-dire que ce sont des esthéticiennes qui sont habilitées et formées à prodiguer des soins pour les personnes atteintes du cancer et même d'autres pathologies chroniques. Donc, on nous forme à cela et effectivement, nous prodiguons des soins, notamment pour les cheveux, pour la peau, pour les ongles. Et au niveau du CNRAO, ces soins sont gratuits. Wow. Petit rappel, nous recevons docteur Anna Gonou pour la seconde fois sur ce plateau. La première fois, nous parlions de bien vieillir grâce à l'esthétique. Et aujourd'hui, cette femme prolifique nous prouve qu'elle peut aller aussi à bout des répercussions physiques du cancer. À ton niveau, qu'est-ce que tu as eu à faire pour retrouver tes couleurs? Parce que oui, là, tu es os dans le carton, ma soeur. Au moins, pendant les séances de chimio, je ne me suis vraiment pas cassé la tête. Au départ, je cherchais quelques pommades. Le médecin m'a dit, ça ne sert à rien. Faut attendre. Tu vas brasser ton argent cadeau. Ça ne te suffit pas pour payer les médicaments, tu vas les mettre dans les produits cosmétiques. Juste le beurre de karité, c'est ça seulement que j'ai utilisé. Et à la fin, lorsque Donc, quand j'ai fini, là, j'ai repris ma pommade d'habitude. Voilà, Et normal. les ongles sont venus tout seuls. Ouais. Au fur et à mesure que les effets diminuaient dans le corps même s'est remis tout seul en marche. Et au niveau des cheveux, Tout a poussé. Bien docteur long. Anna Gonou, petit coup de chance ou ça peut être possible que cela se fasse tout seul comme ça, chez tout le monde? Alors, je vais dire que ça peut être possible, mais dans la majorité des cas, il faut vraiment des traitements et des produits cosmétiques adaptés. C'est pour ça que justement, nous avons mis en place une gamme de produits cosmétiques adaptés aux personnes atteintes du cancer. Jusqu'à présent, on utilisait des produits occidentaux, mais par la grâce de Dieu, moi, j'ai pu mettre en place une gamme locale avec des produits locaux. Ah ben oui, c'est la première ivoirienne qui a mis en place une gamme locale avec des produits locaux pour les personnes atteintes de cancer. Et ces produits-là sont à base de quoi? Alors ces produits, comme je le disais, ils sont essentiellement à base de produits locaux, notamment le beurre de cacao, le beurre de mangue, l'huile de coco, l'aloe vera. Alors comme je dis, c'est un partenariat gagnant-gagnant parce que depuis les producteurs de Côte d'Ivoire, les paysans, tout est fait ici. C'est un laboratoire africain. Voilà, c'est une chaîne totalement africaine. Et je pense qu'il est temps de faire confiance en nos intelligences et en nos expertises. Magnifique. C'est magnifique. Et la Maison Rose de beauté qui crée tout ceci a eu des résultats depuis lors? Depuis quand est-ce que le centre a été ouvert? Alors, le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale Alassane Ouattara, lui, si je ne me trompe pas, il est ouvert depuis 2017. Il a été inauguré par le président de la République et Madame la Première Dame. Les images même là. Alors. Voilà. Et la Maison Rose de la Beauté, elle, par contre, c'est depuis 2018, je crois. D'accord. 2018 et depuis le début... Vous avez eu à traiter plusieurs patients. Effectivement. Et les résultats? Les résultats sont magnifiques. Les résultats sont magnifiques parce que, vous savez, au-delà même je vais dire, du problème, comme elle disait, de la peau, du cheveu, etc., il y a le problème psychologique. Il y a le problème psychologique. Alors, beaucoup de femmes sont déprimées, beaucoup de femmes deviennent associables. Elles refusent d'avoir une vie de société, elles refusent de se faire voir parce qu'elles sont complètement diminuées. Elles sont, excusez-moi le terme, presque défigurées. Et dans cet environnement, parce que ce qui est formidable, c'est que c'est à l'intérieur d'un hôpital. Une fois qu'elles sont dans cet environnement-là, on leur fait des soins, comme dans un salon de beauté, des massages, des soins de visage, des maquillages, manicure, pédicure, etc. Et on utilisait aussi des produits cosmétiques pour ces massages, etc. Et bon, moi j'ai pensé qu'à un moment, il faudrait aussi qu'on puisse mettre en place des produits de beauté pour ces personnes-là. Parce que la première chose qu'elles me demandent, docteur, qu'est-ce que je peux utiliser? Je suis devenue plus noire, les paumes de main sont devenues noires, les ongles s'en vont, etc. Bon, à force qu'on me pose la question, je me suis dit, il faut qu'on réfléchisse quand même à quelque chose, parce que les produits qu'on utilise sont importés. Qu'est-ce qu'on peut faire localement pour continuer d'accompagner ces personnes et surtout pour la peau noire. Voilà. Tout à l'heure, on entendait Caroline Receveur dire qu'à un moment donné, elle a fait une introspection.
ce qui l'a conduit à une forme d'acceptation. Elle a dit, il y a quelques années, je me suis sentie avoir vécu tellement de pression, je me suis laissée aller dans tellement de choses que j'ai compris qu'aujourd'hui, c'est mon corps qui me rappelle à l'ordre. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'accepte cette maladie parce que je sais que ça vient de là, là, là. Est-ce que tu as réussi à en connaître l'origine? Juste après la pub. Elle est toujours là, notre survivante, et s'apprêtait d'ailleurs à nous donner encore quelques détails sur cette période, parce qu'elle est guérie. Oui, elle est guérie, elle est guérie. Elle est guérie. Franchement, faut comprendre notre joie. Du coup, introspection, origine de la maladie, comment on arrive à l'accepter? Moi, sur le champ, ça m'a fait bizarre. Quand je suis arrivée à la maison, comme j'ai dit, j'ai puisé plus ma force sur mes enfants. Et c'est à cause d'elle que j'ai facilement accepté. Maintenant, me remettre en question pour savoir si c'est de ma faute, si j'ai eu la maladie. Ça, je vais faire allusion à l'une de mes abonnées, une fois qu'il m'est arrivé vers les 3 h du matin. Parce que son mari l'accusait d'être à la base de la maladie, on va dire. Que non, c'est parce qu'elle n'a pas eu un passé sage, c'est parce qu'elle a fait ci, ça. Je me suis assise et j'ai dit, attends, ton mari, il a la cancer de la prostate. Elle me dit, pourquoi cette question? Si on veut regarder parce que notre jeunesse était rocambolesque, ou bien parce qu'on a aligné un tas d'avortements, mais je crois que si c'est l'infidélité, c'est que tous les hommes auraient ça. Si c'est ce passé-là, bon, excusez-moi pour les prostituées ou bien les joueuses et busy, on va dire que toutes elles auront ça. Non, l'origine a quoi à voir avec mes péchés ou bien avec mon passé. Donc je suis désolée. C'est Dieu qui connaît l'origine de la maladie, donc moi je laisse tout s'aimer. Qu'il me donne la force pour surmonter le reste, c'est lui qui gère. Après, pourquoi les gens font le rapprochement entre la sexualité et puis le cancer du sein? Je ne comprends pas. Ou bien le cancer en général. Oui, c'est la première fois que j'entends ça, oui, docteur. Non, les gens font le rapprochement souvent. Surtout les Africains, ils mystifient un peu. Oui, nous, nous, on est là, les gens font. Donc, c'est quoi après, on peut aller dans tous les sens. Hein. Oui. Mais objectivement, les facteurs de risque, il n'y a pas ce genre de facteurs de risque dans le cancer du sein. Ce qu'on sait, c'est que par contre, le fait d'avoir des enfants tardivement, de ne pas avoir fait d'allaitement, l'âge d'arrivée des premières règles également, sont des facteurs de risque. Mais vous voyez qu'il n'y a aucun rapport avec la sexualité. Et c'est pas faux maintenant. Attends, tu as entendu, les non? gens, on est stressés. On est stressés. C'est bon, là, on fait, mais on ne sait pas si c'est suffisant. Ça, c'est documenté, en fait. C'est vraiment des facteurs de risque, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je parlais du tabagisme, je parlais de l'alcool. Tous ces éléments sont des facteurs de risque, mais après, la question réelle, c'est ça. Est-ce que je dois me poser la question d'énumérer tous les facteurs de risque et d'essayer de comprendre que peut-être c'est celui-là qui est à l'origine du problème, ou est-ce que je dois me mettre dans une dynamique comme Sabine? En fait, Sabine, le message qu'elle passe, c'est un message de soyons courageux, soyez courageuse. Soyez courageux tout simplement. Et mettez-vous positiver, avancez. Elle veut tellement positiver qu'elle y va même à fond. Moi, ce que j'ai entendu tout à l'heure aussi, c'est formidable, parce que le soutien psychologique en la matière, c'est quelque chose d'indispensable. Et rien que déjà de se faire, je veux dire, pouponner dans un centre où je suis allé, où on m'a diagnostiqué ma maladie, où j'ai eu mon traitement, psychologiquement, ça veut dire que je me fais prendre en charge. Et il y a des gens qui en ont besoin. Tout le monde n'a malheureusement pas la force de Sabine. Et donc, l'unité, je sais qu'au niveau du CNRAO aussi, également, il y a une unité de suivi psychologique. Tout ça, ça contribue à participer à la guérison. Et c'est des outils qui sont vraiment formidables. Moi, je vous félicite pour la démarche. Exactement. Très peu informés, Antonella et moi qui ignorions que les grossesses tardives pourraient être l'une des causes pour le cancer du sein. On entend également une Sabine qui a été alerte dès les premiers signes, en tout cas, qu'elle a pu constater, parce que peut-être que si elle avait attendu, on n'aurait pas eu ce magnifique résultat. J'en parle parce qu'on va en venir à cette fameuse phase de sensibilisation. Aujourd'hui, docteurs, au pluriel, à tous les deux, la question, quels sont les gestes à effectuer, toutes les femmes, au quotidien? Quels sont les diagnostics qu'il ne faudrait surtout pas perdre de vue et faire de façon récurrente pour pouvoir veiller sur sa santé? Alors, en rapport avec le cancer du sein. Donc, comme je l'ai dit en introduction, c'est une tumeur qui se développe aux dépens de la glande mammaire. Donc, il faut apprendre à connaître sa glande mammaire. Il faut avoir l'habitude d'avoir
fait cette autopalpation qui est fortement conseillée pour apprendre à mieux connaître cette glande mammaire qui peut ne pas être, qui peut être différente d'une personne à une autre, mais que l'on sait, qu'on apprend à connaître. Donc cette autopalpation, c'est un geste qu'il faut apprendre à pratiquer. Quand on ne sait pas le pratiquer, il faut s'approcher de son médecin, que ce soit un médecin généraliste ou un médecin spécialiste gynécologue, pour qu'il nous apprenne très tôt, et en général, on dirait à peu près vers l'âge de 25 ans, à commencer à faire cette autopalpation et à la faire régulièrement. C'est en faisant ça que je saurais identifier un changement. Je ne sais pas s'il s'agit de la mammographie, mais il y a comme cet examen-là qui est dit prohibé avant 30 ans. Dans le sens de la détection des cellules cancéreuses du sein. C'est la mammographie ou est-ce qu'il y a un examen? Ça serait la mammographie, toujours en rapport avec ce que je vous disais tout à l'heure, sur la densité du tissu mammaire à lui-même. Okay. Moi, j'aimerais quand même me retourner vers Sabine. Je sais qu'aujourd'hui, tu as 3 enfants, c'est bien ça? Oui. Et 3 filles ou 3 filles. Est-ce que tu inquiètes quelque part pour tes enfants? Est-ce que tu en as parlé avec elles? Très inquiète. Très inquiète. Oui. Maintenant, je n'ai plus peur, on va dire, d'avoir le cancer du sein, mais j'ai plus peur pour elle. J'ai plus peur pour elle. J'ai eu plus de force, moi, à lutter contre ça, mais je ne suis pas sûre d'avoir cette force-là si on m'a annoncé qu'il est l'une de la maison. Je ne suis pas sûre de pouvoir tenir. Excuse-moi, Sabine, quel âge les petites? La première à 13 ans. D'accord. Donc, pour elle, sincèrement, je ne suis pas sûre d'avoir cette force-là. Et hormis ça aussi, c'est vrai qu'on parle de sensibilisation, mais on oublie plus celles qui ont la maladie en tant que telle, leur état d'esprit. Oui, non, on les oublie surtout pas. C'est là que, on va dire, c'est quand on enlève les signes. C'est maintenant les championnats commencent. Wow. Je suis habituée avec un style vestimentaire, à ma manière de me comporter avec les amis et autres. Là, on enlève. C'est plus la même chose. Comment la société va te regarder? Comment ton époux va te regarder? Au départ, quand on enlevait les signes, quand je marche, je suis comme ça. J'avais un peu honte. Quand quelqu'un me fixe, je me dis directement, ils se rendent compte que non, ils ont enlevé. Est-ce que ma prothèse n'est pas montée? Est-ce que je vais me mettre à tirer? Donc j'étais mal à l'aise. Après, monsieur s'est dit, bah, attends, je dois quoi à qui même? Je n'ai pas ce temps. Oh, mais regardez, c'est ton affaire. C'était difficile de s'habiller, de porter ce genre de tenue. Donc, moi-même, je me suis mis à chercher des bustiers où je mettais en bas de ces tenues-là pour pouvoir fermer la prothèse. Au départ, je fermais, arrivé, on m'a dit, attends, donc on va toujours fermer. Ouais. C'est là maintenant, ça m'a poussé à enlever. Je dis, je vais sortir comme ça. Lui qui a envie de me regarder, c'est son affaire. Sabine, par moment, c'est un abus de langage que de dire elle est guérie. Par exemple, dans le cas de Caroline, encore une fois, elle n'est même pas encore passée à l'étape de la chirurgie. Je pense qu'elle a passé celle des chimios. À quel niveau est-ce que tu es, toi, aujourd'hui? Bon, moi, je suis en observation. Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, c'est après 5 ans qu'on te déclare complètement guéri. Pourtant, moi, on m'a dit, ça me fait 3 ans maintenant. Donc, on est en observation pour l'instant. Mais comme je le dis, c'est beaucoup plus sur le moral de ces dames-là. À force d'échanger avec elles, j'ai vu que tout est dans ce complexe-là. Donc, comment mon entourage va me regarder, comment monsieur va me regarder, comment la société. Au départ, j'ai dit, ça m'a crispé aussi. J'ai dit, bon, après l'opération, est-ce que mon homme va me regarder de la même manière? Après, monsieur m'a vu, bon, de toute façon, il m'a soutenu. S'il a décidé maintenant de s'y retirer, le plus important, c'est les enfants. Et elles, je les ai fait accepter ça. Dès le premier jour qu'on m'a annoncé la maladie, quand je suis arrivée à la maison le lendemain, quand elle a expliqué, j'ai dit, c'est les moments pourris, ils vont couper pour jeter. Donc, du coup, c'est comme ça que je leur ai annoncé ça. Donc, la grande m'a posé la question, quand ils vont couper, ils vont faire comment? La dernière me demande, après, moi, ils vont coller comme les Kim Kardashian. J'ai dit, bon, ça va dépendre. Parce que deuxième, elle aime beaucoup people. Elle aime beaucoup les célébrités, donc c'est elle qui me demande. Moi, j'ai regardé hier, tu as mal, ils ont fait pour nous. Tu as le médecin, il va faire, dit, bon, si j'ai les moyens. Non, même à l'école, c'est de la même manière aussi qu'elle a jeté à sa maîtresse. Une fois, la maîtresse dit, ah, mais j'essaie de joindre ta maman, ça peut dire, ah, Audi sont en train de couper, c'est les mamans pour jeter. C'est comme ça l'annonce. Donc, elle était choquée, elle m'a appelée. J'ai dit, mais ma fille, t'as de la vérité, c'est pour ils vont jeter. Et pendant la période d'observation, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? On observe juste comme ça ou il y a des examens, des médicaments encore que tu continues de prendre? Bon, moi, pour le maintenant, je ne suis plus sur médicaments, bon, c'est juste des injections. Ça, c'est pour arrêter les règles, ne pas que ça puisse venir. Parce qu'on dit que quand ça vient aussi, ça peut fausser le diagnostic. Donc, c'est juste ces injections. Sans règles? Oui. Pendant 5 ans? Ils m'ont mis sur 2 ans pour ça. 2 ans? Non, normalement, à partir de janvier 2023, c'est la dernière injection, il arrête. Mais, docteur, c'est quoi le rapport entre les règles et puis la rémission? En fait, c'est l'influence des hormones. D'accord. Donc, l'objectif, c'est d'arrêter le cycle.
et donc de freiner la production d'hormones qui peuvent induire un développement secondaire. Donc effectivement, là, elle est dans une phase qu'on appelle une phase de rémission, qui nécessite un suivi. Elle continuera donc à aller voir des médecins, ces médecins, de façon régulière et épisodique. Des bilans vont être faits pour s'assurer qu'il n'y ait pas de récidive. À partir du moment où on arrive à une date de 5 ans, on peut déclarer la guérison. Pour l'instant, on va déclarer ce qu'on appelle une phase de rémission, parce qu'on se rend compte que les cellules cancéreuses ne se redéveloppent pas, qu'il n'y a pas de développement de la pathologie. Mais l'influence des hormones est également quelque chose. C'est pour ça qu'on dira que dans les facteurs de risque, encore revenir dessus, les supplémentations hormonales, œstro-progestatifs, notamment chez les femmes ménopausées, peuvent être un facteur de risque de développement du cancer. Encore, comme je disais, comme il faut bien retenir que les facteurs de risque, ça ne veut pas dire obligatoirement la maladie. Je peux avoir tous ces facteurs de risque et puis ne pas avoir la maladie, comme je peux en avoir qu'un seul et puis malheureusement avoir la maladie. Et on est sûr qu'il n'y a aucun cas de récidive après les 5 ans? Après qu'on ait diagnostiqué la guérison. Oui, on est sûr? Oui. D'accord, donc c'est vraiment des cas d'abus de langage que de voir, que d'entendre qu'une personne est guérie et puis après elle a récidivé. Dans le fond, elle était encore dans la phase de rémission, elle a donc eu plutôt ce qu'on appelle une rechute. Rechute, d'accord. On a compris l'importance du bien-être psychologique dans la force qu'un malade devrait avoir pour aller à bout de la maladie. C'est l'une de vos luttes au sein de votre centre, en plus d'aider les patientes à se remettre physiquement. J'aimerais, puisque nous sommes en fin d'émission, là, avoir un mot de fin dans ce sens-là de votre part, s'il vous plaît, docteur. En tout cas, j'acclame vraiment la survivante pour sa force, parce que malheureusement, toutes ces femmes-là n'ont pas ce même moral. Beaucoup sont abandonnées par les époux, par la famille, et c'est parce que justement elles sont dans ce cocon qu'on leur apporte qu'elles arrivent à regagner l'estime d'elles-mêmes, à se dire qu'elles sont des femmes à part entière, qu'elles appartiennent à la société, qu'elles peuvent continuer de s'occuper de leur beauté, de leur corps, parce que je dis souvent, le corps d'une femme, la peau d'une femme, c'est son passeport, parce que c'est la première chose qu'on voit. Et que quand une femme est altérée physiquement dans sa beauté, tout le reste prend un coup. Elle arrive à ne plus travailler et ce n'est pas évident que des personnes comme elle puissent avoir ce moral. Alors nous, c'est vraiment toute une équipe. Moi, j'agis au niveau de la peau, de la beauté, du bien-être. Après, il y a l'accompagnement psychologique, kinésithérapie. C'est vraiment toute une équipe qui s'occupe de ça. Et nous sommes là avec elles pour leur dire qu'on peut y arriver. Et comme le disait le médecin aujourd'hui, le cancer est considéré comme, j'allais dire, une maladie chronique qui se guérit à partir du moment où il est détecté tôt. Parlant de produits, de ces produits qui aident les patients à reprendre les couleurs, on va demander à Abou de nous rejoindre sur ce plateau. Vous allez nous les présenter. D'accord. En tout cas, ils donnent envie. Oui. On a essayé de faire un packaging assez beau parce que, comme je dis, c'est un produit totalement ivoirien du début à la fin. Voilà. Donc là, on a le sérum. Je vais offrir cette gamme d'ailleurs à ma belle chérie qui est là. Oula, je prends. Voilà, alors on a la crème de visage, on a le lait relipidant. Relipidant parce qu'il faut continuer de donner du collagène, de produire du collagène, de faire une bonne barrière cutanée et d'hydrater surtout. Le sérum, c'est pour les hyperpigmentations. Elle a dû vous dire qu'elle est devenue encore plus noire. Donc, on a des plaques. Même avec la française, vous avez vu sa peau pendant le traitement. Oui. C'est vraiment flagrant. Pâle, hein? Oui. Vous avez une détérioration de la peau et le savon nettoyant. Voilà. Donc, elle va l'utiliser et puis elle va nous faire un retour. En tout cas, merci médecin, docteur Anna Gonou pour tout ça, pour vos actions. Merci au gouvernement aussi. Vraiment, merci au gouvernement, merci au professeur Didi Kouko qui est la directrice du CNRAO, 2 fois prix d'excellence d'ailleurs, je crois que c'est à souligner. Oui. Et vraiment, merci aux autorités ivoiriennes, au président, parce que vraiment, ils nous accompagnent. Et je le répète, ces soins sont gratuits. Exactement. Wow. Alors, toute une équipe de professionnels au sein de la Maison Rose de la Beauté. Et puis, on va également prendre le mot de fin de Dr Vanier. Merci en tout cas d'avoir abordé ce sujet-là du cancer du sein.
l'impact du cancer du sein sur le travail, on en a parlé un petit peu. J'encouragerais donc les employeurs à favoriser le diagnostic précoce en faisant des campagnes de dépistage pour leur personnel. J'encouragerais les employés dans certaines situations à s'approcher de leur médecin du travail pour avoir le soutien psychologique dont on parlait, peut-être au niveau de l'entreprise. Parce que dans ce genre de situation, effectivement, au-delà de la force que l'on a soi-même, on a besoin d'être soutenu par des personnes bienveillantes, des personnes qui nous accompagnent sur une longue durée. Et donc, j'encouragerais les entreprises à vraiment accompagner leur personnel dessus. Un entourage bienveillant, tu en as bénéficié toi. Merci au Seigneur et à tout cela. Un mot de fin, Sabine. Ce que je peux dire à toutes ces femmes-là, c'est de garder le moral haut, d'avoir vraiment un appui. Moi, j'ai pris ma référence sur mes enfants. C'est elles qui étaient véritablement mon appui. Et je leur demande de se focaliser, on va dire, sur ce qui est le plus précieux pour elles, pour avancer. Je dirais aussi au gouvernement, parce que ça, c'est une dame qui m'a dit, quand on voit la publicité où on parle des cancers, on nous montre les célébrités. Pourtant, ils n'ont pas eu la maladie, ils connaissent quoi dedans? C'est encore plus intéressant d'impliquer des personnes qui ont vécu la chose. Mais je préfère ces personnes qui sont soignées ici en Côte d'Ivoire. Parce que nos célébrités, même quand on nous présente, quand on demande où elles sont soignées, où elles sont allées, on va dire derrière l'eau, pour se faire soigner. Donc on a comme l'impression qu'en fond des poignons que nous sommes, on n'a pas la chance, si on se fait soigner en Côte d'Ivoire ici, d'être en vie. Pourtant, ce n'est pas le cas. On est nombreuses à être vivantes, mais on a peur du regard des autres et on est dans nos coins. Ça fait que les gens continuent de nous marcher là-dessus. J'ai le cancer du sein et alors? Est-ce que j'ai déjà pas? Tu déjà à toutes les personnes malades du cancer du sein, il ne sert en rien de broyer du noir comme ça à chercher la raison qui a poussé cela. Soyez faites d'optimisme comme Sabine et allez à bout de cette maladie. Et puis vous les femmes là, et puis vous les hommes également, Oui. ayons les gestes qu'il faut au quotidien, palpons ce qu'il faut palper, allons faire les analyses qu'il faut faire, on ne sait jamais dans la vie. Plus vite c'est détecté, comme l'a dit le médecin, mieux c'est. Et puis finalement, on avance. Allez, c'est fini. Super émission, très agréable. On a abordé le sujet du cancer et du travail, donc c'est une sensibilisation efficace. En tout cas, l'ambiance était très bien et félicitations à Sabine et son courage vis-à-vis de cette maladie. Je conseille tout le monde à venir regarder cette émission et à y prendre le maximum d'informations. Émission magnifique avec de belles chroniqueuses, de belles animatrices. Et j'invite tout le monde à vraiment se sensibiliser très tôt dans cette maladie, mais surtout à savoir que nous sommes là pour pouvoir s'occuper de votre peau, de votre bien-être et de tous les effets secondaires que la maladie pourrait apporter sur votre peau, parce que c'est notre travail en tant que médecin esthéticien et dermatologue. Et je bénis la vie de ma belle Sabine. Très belle émission, dans une ambiance familiale. J'ai vraiment adoré. J'étais un peu stressée et crispée avant de venir sur le plateau, mais là, j'ai kiffé. Les CP m'ont vraiment mis dans une très, très belle ambiance. Bisous à vous les filles. Et je vous invite tous à regarder cette émission-là. Rendez-vous sur ma page Facebook et sur TikTok pour d'autres là-dessus.